Bonjour à tous, c'est Thierry. Nous sommes le week-end du 1er octobre 2023 qui voit s'achever donc un nouveau trimestre de l'année 2023 sur les indices, sur les actions du CAC 40. Alors je fais cette petite vidéo parce que au milieu du mois de mai, j'avais fait quelques vidéos concernant l'analyse technique et graphique de 10 titres en fait, qui correspondaient aux titres recommandés par l'Institut des libertés. Par rapport à un critère assez simple, d'essayer d'éviter les sociétés pas très bien gérées où l'État était actionnaire et d'essayer un petit peu de surperformer le marché. Et je vous expliquais, surtout en première partie de la vidéo, qu'il ne fallait pas confondre, qu'il y avait une importance vraiment fondamentale à bien faire la distinction entre des critères de surperformance d'un portefeuille par rapport à ce qui n'est pas du cash, c'est-à-dire que vous allez prendre la décision d'avoir une partie de votre portefeuille qui n'est pas en liquidité, qui est investi dans un support, et ce support, lorsque ça va être des actions, eh bien, Charles Gave de l'Institut des libertés propose un moyen assez simple, assez économique en temps, puisque vous allez revérifier la pondération de ce portefeuille une fois plutôt tous les trimestres, un moyen d'essayer de surperformer avec des critères assez simples finalement l'essentiel des actions françaises. Et je vous disais, attention, c'est bien de surperformer un marché. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est aussi quelle va être la pondération entre les titres et le cash, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais arbitrer en termes de pourcentage d'allocation. Supposons que j'ai un portefeuille de 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, est-ce que je vais décider d'entrer d'un seul coup sur 10 titres et de mettre 10 000 euros dans chaque titre? Ou bien est-ce que je vais me dire, bon, là, on est sur des niveaux de l'indice et des actions qui ont beaucoup monté, et je vais peut-être attendre un peu de voir ce qui se passe. Et donc il y a vraiment une différence entre donc cet arbitrage entre le cash et les titres, et puis le fait de surperformer avec certains critères sur ces titres-là. Donc quand j'avais fait ces vidéos, je vous en parlais parce que le CAC avait bien monté, on était au mois de mai, en l'espace de 6 mois, on avait fait plus de 20%, on était passé de à peu près 5700 sur au-delà de 7000, 7200 points sur l'indice. Et donc je disais sur ces 2 ou 3 vidéos, en vous montrant des graphiques, qu'il y avait un risque. Moi je ne suis pas conseiller du tout financier, je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'achat ou de vente, mais je vous interrogeais sur votre capacité à gérer des corrections qui pouvaient, lors de corrections baissières, dépasser 10, 15, 20% de votre capital à un moment donné. Parce que si vous allez commencer à investir sur des titres comme ça, c'est sur du long terme, vous avez peu de temps à consacrer en bourse, donc c'est pas pour placer des stop-loss, gérer ça de façon très dynamique. Et donc, une fois que vous êtes engagé, puis bon, voilà, vous espérez qu'à terme, vous allez avoir une bonne performance. C'est quand même le but. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, parce que cet été, vous voyez que l'indice a stagné, on est resté sur des plus hauts, sur un range étroit d'à peu près 500 points, entre 7000 et 7500. Et donc le premier tableau que je vais vous montrer, c'est un petit peu ce qu'ont fait ces actions par rapport à l'indice. Alors vous voyez, j'ai fait exactement ce que j'avais dit, je vais gonfler un petit peu, je vais augmenter la taille du tableau qui est ici. Je suis parti du principe que j'investissais fin mai une valeur la plus proche possible en titres, en nombre de titres évidemment entiers, qui sont ici, voilà, dans chacune de ces valeurs pour avoir une valeur la plus proche de 10 000 euros. Donc d'essayer d'avoir 10% sur chacune des valeurs et à 100% de mes 100 000 euros en disant ok, j'ai pas de cash, je vais mettre tout sur ces titres-là pour l'instant. Donc on voit que au bout de 5 mois, eh bien, on est en légère baisse, on est en baisse de un peu plus de 2%. Alors attention, on est sur une période de temps qui ne prend pas en compte les dividendes encore pour la plupart des valeurs. Je compare en dessous avec l'évolution du CAC 40
retraité justement des dividendes, qui inclut les dividendes, hein, donc on n'est pas sur le CAC 40 traditionnel, on est sur le CAC 40 avec les dividendes. Donc vous voyez que le CAC 40, lui, bon, il est en croissance de 20%, enfin il stagne, hein, on était à 21 300, on est à 21 500, on peut dire qu'on n'a quasiment rien fait. Et vous voyez que sur certaines périodes de temps, évidemment, l'indice peut même sous-performer l'ensemble des valeurs du CAC, mais on va dire qu'on est à peu près sur la même performance, hein, étant donné que, encore une fois, on n'a pas suffisamment de mois de recul pour intégrer également les dividendes à l'intérieur de ça. Mais vous voyez que finalement, on n'a pas énormément surperformé. Et que je serais resté en cash pendant ces 4 ou 5 mois, ça aurait été bonnet blanc et blanc bonnet. Mais par contre, cet été, on a de plus en plus de signes que, effectivement, nos indices, je peux aussi parler du DAX, je peux parler du CAC 40, etc., sont un petit peu sur un plateau et sont passés d'une tendance haussière depuis le dernier trimestre 2022 à une tendance beaucoup plus horizontale, hein, beaucoup plus de latéralisation. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette phase de latéralisation correspond à ce qu'on appelle une phase de distribution dans les marchés, c'est-à-dire une phase où en fait les derniers acheteurs achètent aux premiers vendeurs qui anticipent un retournement baissier du marché. Je ne vais pas répondre à cette question par l'affirmative ou par la négative. Simplement, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Moi, j'ai 2 indicateurs que je suis sur du relativement court terme. À moyen terme, à mon niveau, c'est la moyenne mobile 200 périodes sur l'unité jour du CAC 40. Donc, il faut voir que depuis une semaine, effectivement, on a cassé cet indicateur. Alors, beaucoup de gens suivent cet indicateur, hein. Ce n'est pas un indicateur en soi qui va refaire monter toutes les actions du CAC 40. C'est simplement la perception qu'en ont un nombre suffisant de traders et que le fait d'être au-dessus ou en dessous de cet indicateur va, je dirais, influencer un petit peu leur décision de pondération de tel ou tel titre dans leur portefeuille. Donc on a été au-dessus de cet indicateur, de la moyenne mobile de 100 périodes, pendant plusieurs mois, et c'est censé confirmer sur le moyen long terme une tendance plutôt haussière. Donc, la semaine dernière, on est passé en dessous. En début de semaine, on a essayé de remonter en direction de cet indicateur. On a fait des mèches hautes et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Et cette semaine, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus toujours. Donc, faut faire attention à cet indicateur-là. Le deuxième indicateur, c'est la moyenne mobile 50 périodes, hebdomadaire cette fois-ci. Donc c'est un petit peu la cousine de la moyenne mobile de 100 périodes sur l'unité jour. Si vous regardez un graphe du CAC 40 en hebdomadaire, vous verrez que ça représente aussi une zone de polarité assez intéressante en clôture hebdomadaire. Soit on est au-dessus et on a tendance à rebondir, soit on passe en dessous et on a tendance à voir cette moyenne mobile se transformer en résistance. Ce qui fait que, à plus ou moins courte échéance, les cours ont tendance à plonger davantage. Donc cette semaine, on finit le trimestre sur un aiguillage assez important, puisqu'on se trouve exactement ballotté entre la MM200, on est en dessous de cette MM200 jours, et au-dessus de la MM50 hebdomadaire en même temps. Donc on est dans cette espèce de zone un petit peu de no man's land, de status quo. Je pense qu'on va avoir un petit peu de ping-pong. Bon, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est de dire, attention, la MM200 jours a déjà cédé. Et si la MM50 hebdomadaire venait à céder dans les jours ou dans les semaines qui viennent, en clôture hebdomadaire, ça enverrait un nouveau signal un petit peu négatif, plutôt baissier, sur l'évolution des marchés. Et ça aurait tendance à confirmer une nouvelle fois qu'on était, après quelques mois de latéralisation, plutôt sur une structure dite de retournement, c'est-à-dire qu'après que le CAC ait grimpé de 20 à 25%, eh bien, on a quelques mois de latéralisation, de distribution, et puis on peut assister éventuellement à la correction de l'indice. Et la correction de l'indice, c'est la correction de la plupart des titres, bien entendu, qui le constituent. Et donc la question est toujours la même pour moi. Est-ce que, au-delà de la surperformance éventuelle attendue d'un portefeuille comme celui de l'Institut des Libertés, au-delà de ça, est-ce qu'il est prudent d'investir toutes ces liquidités? Est-ce qu'il était prudent d'investir toutes ces liquidités d'un seul coup à 100% dans ce portefeuille au mois de mai par rapport à l'alternative qui était de garder du cash? Et est-ce qu'il est prudent de le faire aujourd'hui?
là-dessus, la réponse est personnelle, est individuelle, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire de ce portefeuille, de ce qu'il représente par rapport à l'ensemble de votre patrimoine, de votre propre résilience au risque, votre capacité au-delà de votre bonne résolution au moment où vous le faites, votre capacité à résister à une baisse de peut-être 10, 15, 20% de vos titres, et de subir, je dirais, cet orage sans broncher. Une analogie, c'était vraiment le marché de l'or dans les années 2010-2011, quand il avait énormément monté, y compris en dollars, et qu'on touchait les 2000 $, qu'on avait énormément de sites qui recommandaient d'acheter de l'or parce que c'était la fin, l'hyperinflation guettait le dollar, et que donc voilà, il n'y avait pas d'autre salut que ça. Et évidemment, il était très difficile ensuite de résister, de ne pas revendre à perte un métal qui a perdu presque 50%. Hein. On s'est rapproché des 1000 $ l'once dans les mois qui ont suivi. Hein. C'est une correction, alors qu'on est pourtant dans un marché haussier de très long terme sur l'or. Donc c'est exactement le même principe ici. C'est même si vous pensez être sur un marché équilibré de très long terme, sur un portefeuille d'actions, vous allez en avoir une dizaine pour pouvoir amortir d'éventuelles mauvaises nouvelles sur un ou deux titres, et puis profiter des creux pour repondérer une fois par trimestre, effectivement, comme Charles Gave l'explique sur l'Institut des Libertés. Mais voilà, est-ce que au-delà de ça, la pondération que vous allez allouer à votre portefeuille doit être de 100% de ce que vous aviez prévu de le faire au moment où vous décidez d'investir dessus? C'est toujours la question qui peut se poser. Moi personnellement, ce n'est qu'un avis personnel, encore une fois, c'est pas un conseil, hein, je ne suis pas un expert des marchés financiers, mais par rapport aux configurations actuelles des indices, qui sont un petit peu, qui m'ont l'air de former des figures un petit peu de sommet, par rapport à ces alertes, par rapport à la MM 200 jours dont je viens de vous parler, à la MM 50 qui a été cassée lors de la semaine dernière, mais on a réussi à clôturer in extremis au-dessus. Voilà, on a des petits signaux qui tendent à me rendre prudent et à pas trop me presser pour allouer beaucoup de cash en ce moment sur ces marchés d'actions. Encore une fois, voilà, c'est pas une recommandation. Je vais vous donner un exemple avec L'Oréal d'ailleurs quand on va aller voir les graphiques. Juste rapidement par rapport au petit tableau Excel ci-dessous, vous voyez que on a en fait sur voilà, chaque courbe ici de couleurs différentes représente un des titres du portefeuille de l'Institut des Libertés. Et vous voyez que, grosso modo, le peloton a stagné, c'est-à-dire qu'on est parti de 10 000 € pour quasiment 10 000 € hein, au trait de crayon près sur chacun de ces titres. Et vous voyez qu'à l'arrivée, la plupart de ces titres n'ont pas bougé. On a quand même 3 exceptions, donc je vais aller les regarder graphiquement pour voir un petit peu ce qu'on voit au niveau de l'analyse technique. On a d'un côté Total Énergie qui a pris quasiment 20% hein, depuis la fin du mois de mai, donc en 4 mois. Et puis on a de l'autre côté deux mauvais élèves qui sont Pernod Ricard et LVMH. Donc on va aller regarder un petit peu parce que finalement c'est des titres qui bougent hein, en fin de trimestre ou même avant, hein, je donnerai sans doute des alertes si je vois qu'on arrive à des seuils intéressants, qu'on va aller regarder au niveau graphique un petit peu plus près. Mais pour en revenir, vous voyez, aux structures de sommet, je vais vous donner le graphique de L'Oréal qui fait partie de l'une des lignes de l'Institut des Libertés. Et L'Oréal, voilà, on est ici. Attendez, je vais décaler un petit peu ma petite caméra, là, voilà, pour qu'on puisse mieux voir le graphique. Vous voyez qu'ici, on est en unité de temps trimestrielle, et on voit bien cette structure en double sommet. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous mes indicateurs, hein. Vous avez une bande de Mogalef, ici une bande de volatilité, et vous voyez qu'on a fait une petite tentative de dépasser les plus hauts précédents. Et cette tentative, pour l'instant, a complètement échoué, et on finit le trimestre avec une bougie rouge quasiment sur les plus bas du trimestre. En allant regarder sur l'unité mensuelle qui est ici, on voit bien ce phénomène, on le voit beaucoup mieux en zoomant un petit peu sur l'unité mensuelle. Vous voyez, on a fait un plus haut ici pendant 2 ou 3 mois, vraiment dans la zone des 435, et puis on est venu s'appuyer sur la bande de Bollinger inférieure, on est remonté, pardonnez-moi pour les anglicistes hein, qui préfèrent dire Bollinger, bon, comme j'ai un terrible accent anglais et que je parle français, je dis Bollinger, je vais arracher son nom.
Et donc, nous avons un retest en fait de ces plus hauts. On dépasse un petit peu le couvercle ici, on pousse le couvercle de la marmite pour voir s'il y a de la résistance. Et regardez ces deux bougies ici, vous avez chandelier, ça s'appelle les chandeliers japonais, ça ce sont des bougies, chaque chandelier est une bougie. Donc vous avez une bougie haussière ici en vert, et puis vous avez un avalement baissier juste derrière. Vous avez une action-réaction, c'est-à-dire qu'on tente de dépasser le plus haut, et puis on se fait plier, on a une réaction baissière, et depuis les 5 ou 6 derniers mois, on n'arrive absolument pas à dépasser, à redépasser cette zone-là, et on commence à corriger. Donc ça commence à faire apparaître une figure qu'on peut appeler un double sommet. Et ces figures de double sommet, en analyse chartiste, eh bien, elles indiquent une probabilité supplémentaire d'avoir un renversement de la tendance et un retournement baissier. Donc c'est ce dans quoi s'inscrivent la plupart des titres aujourd'hui des grandes valeurs du CAC 40, des figures un petit peu similaires, certaines sont d'ailleurs bien plus avancées que celles-ci. C'est un petit peu ce sur quoi s'inscrit également le CAC 40, donc c'est pour ça que je fais très attention aujourd'hui et que je suis encore en l'état, personnellement, et sans donner de conseils, essentiellement en cash sur ce segment, sur ce compartiment de mon portefeuille, qui est d'investir à moyen terme sur des actions françaises, quelles qu'elles soient, et quelle que soit par ailleurs la pertinence du critère de surperformance par rapport à l'indice. On va aller regarder les trois valeurs dont je vous parlais sur le petit Excel ici. On va commencer par celle qui performe vraiment bien et qui est Total Energy. Donc Total Energy, on l'a en trimestriel ici, et vous voyez qu'on a vraiment une très belle, un très beau parcours haussier depuis la panique du Covid. Et puisque je parle de panique, on va rester un petit peu dessus pour se rappeler que les marchés sont éminemment psychologiques également, et que même si on a du fondamental derrière et qu'on a une valeur, on va dire, théorique de certaines sociétés par rapport à un certain nombre de critères, les marchés, l'une de leurs autres jambes, l'une de leurs autres composantes, c'est les émotions, c'est la psychologie, c'est la direction, l'effet mouton. Et donc, bien selon la psychologie du marché, on voit que quand les gens voient tout noir et la fin du monde pour le lendemain, eh bien, des actions aussi solides que Total peuvent passer de 40 ou 50 euros à moins de 20 en l'espace de moins de 6 mois, en l'espace de 3 mois, qui ont été donc les incidents de la crise du Covid. Et puis, quand les conditions de marché changent un peu, eh bien, on peut repasser de 20 à plus du triple, puisqu'on a dépassé désormais les 60. Donc attention aux phases de panique, et attention également aux phases d'euphorie, surtout dans le contexte de marché dans lequel on se situe. Donc voyons voir ce qui s'est passé sur le dernier trimestre. Vous voyez que effectivement en 3-4 mois, on était plutôt dans la zone des 50 euros sur Total et qu'on a dépassé les 60, donc on a effectivement fait plus de 20%. La question, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers, donc je ne suis absolument pas habilité à vous donner des conseils d'achat, etc. Donc je partage simplement ma vision des choses à titre purement personnel. Moi, lorsque j'investis, mais c'est ma politique, j'ai un petit peu de mal à acheter sur des dépassements, j'ai un petit peu de mal à acheter lorsque le train est déjà parti, a déjà quitté la gare. J'ai tendance à aller chercher des replis, en fait, des zones de repli. Et c'est un petit peu le cas ici sur Total Energy, c'est-à-dire que là on est en plein dans les articles vous promettant $1 à 150, un pétrole à $150 bientôt, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc on a des anticipations, on a des gens qui sans doute ont peur de rater le train et achètent dans la hausse afin de se protéger. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça je vous laisse juger. Simplement ce que je voudrais vous montrer, c'est que même lors de ce rallye qui nous a emmené des 20 euros jusqu'à plus de 60 euros, mais là je fais un zoom, on a en fait des marges d'escalier. On a des marges d'escalier que je vous ai mis en vert ici. L'idée, c'est de voir que à chaque fois qu'on dépasse un seuil de résistance horizontale et qu'on va chercher le suivant, d'accord, eh bien, les
les prix ont tendance, jusqu'ici en tout cas, à redescendre, tester le niveau précédent. Ça s'appelle une zone de polarité, c'est-à-dire que ce qui était une résistance horizontale et ce qui empêchait les cours de progresser, eh bien, devient un support et on fait ce qu'on appelle en anglais un pullback, c'est-à-dire qu'on casse cette résistance, on va chercher une résistance au-dessus et avant de la franchir, eh bien, on va retester la solidité de cette ancienne résistance qui est censée être devenue un support. Vous voyez que ça a été le cas ici, on a cassé la zone des 40, on est allé chercher 45 et on est revenu s'appuyer sur les 40 avant de refranchir les 45. Ça a été le cas lorsqu'on a cassé les 45, on est allé chercher la zone des 50, 51, mais une fois qu'on l'a touché, on est revenu chercher pendant plusieurs mois cette zone des 45. Et ainsi de suite, vous voyez quand on a franchi les 50, on est allé chercher 57, mais qu'on est revenu chercher les 51 et même le niveau précédent, finalement les 45, d'accord. Et donc la seule question que je pose et que je vous laisse à votre jugement éclairé, c'est qu'aujourd'hui nous avions une zone, plusieurs zones de résistance, mais enfin une zone de résistance également autour des 57. On est revenu s'appuyer une nouvelle fois il y a 2-3 mois dans l'été dans cette zone des 50 et aujourd'hui on s'est approché des 30% de hausse en l'espace de 2 ou 3 mois par rapport au plus bas, puisqu'on a quasiment touché les 65 à partir des 50. Donc là, pour moi, le train est un petit peu parti de la gare. Ceux qui veulent acheter du Total maintenant, bien entendu, j'ai aucun conseil à donner et on peut très bien continuer comme ça encore un petit moment. Mais je préfère pour ma part attendre une consolidation et la validation que le support précédent tient, puisque vous voyez que certaines fois il ne tient pas et on est même obligé d'aller chercher le support encore en dessous. Donc pour l'instant, le train est parti sans moi sur Total, je laisse les gens l'acheter et je vais regarder, je vais espérer une consolidation plutôt sur la zone des 57, voire même sur la zone des 51, et surveiller en fait le titre sur des unités un petit peu plus courtes pour regarder s'il y a un signal d'achat, une opportunité d'achat, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, je juge assez imprudent de se précipiter sur un titre qui s'est déjà envolé si, bien entendu, on n'était pas dedans. Mais encore une fois, voilà, c'est un avis qui ne regarde que moi, c'est absolument pas un conseil, c'est simplement une impression par rapport aux évolutions du marché, on est bien d'accord. Vous voyez que en trimestriel, cette courbe-là, c'est une moyenne mobile exponentielle et ça montre qu'en unité trimestrielle, on est dans un mouvement de hausse très soutenu, avec un bon momentum au niveau trimestriel, mais on voit qu'il y a des retours effectivement sur cette courbe régulier. On vient s'appuyer régulièrement dessus et elle passe justement dans la zone des 50-55, donc on est quand même assez au-dessus. Et en mensuel, vous voyez là en rouge, nous avons la moyenne mobile 20 périodes. Ça, c'est un indicateur très classique que la plupart des investisseurs suivent, même débutants. Et donc, vous voyez qu'on s'approche également de cette zone-là assez souvent, de cette zone. On l'a même d'ailleurs retouché cet été. Donc, lorsqu'on en est assez loin, le problème, c'est qu'il faut bien, si on décide d'investir dans la valeur, il faut bien être conscient du risque qu'on a de voir cette valeur éventuellement dans les mois qui viennent corriger de 10, 15, 20%. Sans que ça remette en cause, pour autant, la hausse de long terme. Donc voilà, moi, à titre personnel, je préfère attendre, vous voyez, des retours d'appui sur les anciennes résistances qui deviennent des nouveaux supports au fur et à mesure, procéder un petit peu en marge d'escalier, que de foncer pour en avoir à tout prix, à n'importe quel prix, à n'importe quel moment. Fin de la parenthèse sur Total, mais vous voyez qu'on est toujours effectivement sur une belle tendance haussière. Alors les deux autres titres qu'on va regarder, c'est les titres qui ont le plus baissé finalement les 3-4 derniers mois. Le premier, il s'agit de Pernod Ricard. Donc là, je vous rappelle qu'on est en trimestriel et vous voyez que vous avez une bougie vraiment très moche sur Pernod Ricard. Et vous voyez, même à titre individuel, on avait là par contre cette structure de double sommet dont je vous ai parlé sur L'Oréal, mais les cycles des actions n'étant pas les mêmes, selon le secteur, etc., eh bien, on était plus avancé sur Pernod Ricard et on a déjà corrigé vers les anciens plus bas, vous voyez, du double top là, avec ces mèches hautes, et on les a même donc enfoncés les semaines précédentes. Donc là, par contre, on commence à se demander, puisque je vous rappelle, l'objectif de
de la constitution de ce portefeuille n'est pas celle de faire du trading de court terme et de prendre la direction du marché en mettant un stop loss court, un ratio risk-reward, ça, c'est une philosophie complètement différente. La philosophie là, c'est vraiment de l'investissement sur le long terme, en se disant est-ce que je peux mettre à profit un repli des cours pour éventuellement commencer à m'y intéresser. Donc c'est évidemment quand on va commencer à descendre de façon importante et assez rapide qu'on va se demander s'il n'y a pas une opportunité. Donc, sans vous donner à nouveau de conseils, moi j'observe simplement au niveau graphique que on avait au niveau trimestriel, dans toute cette phase de hausse de Pernod Ricard, l'indicateur le plus simple, qui est cette moyenne mobile 20 périodes, ici. Et vous voyez que la plupart du temps, quand on l'enfonce, on ne reste pas souvent en dessous, on retourne au-dessus, un petit peu comme la poussée d'Archimède, hein, on enfonce la bouée sous l'eau et elle a tendance à repartir au-dessus lorsque elle ne reste pas de toute façon au-dessus la plupart du temps. Donc là, on a eu effectivement la crise du Covid, hein, qui a été la seule capable de nous faire enfoncer sous cette MM20. Mais voilà, chaque chose s'arrêtant un jour, on a un signal d'alarme ici tout de même, parce qu'on est en fin de trimestre, on n'a pas la crise du Covid, mais Pernod Ricard ne clôture pas le trimestre au-dessus de cette MM20. Il est pour l'instant plongé en dessous. Donc, j'ai envie de dire, d'un certain côté, on a baissé de plus de 20%, hein, de 120 à 160, ça nous fait 30% de baisse en l'espace d'un trimestre quasiment. Et on peut commencer à regarder ce titre en se disant, tiens, on a bien baissé, on est en dessous de cette MM20 qui est un peu rassurante, qui est encore haussière, avec des bandes de Bollinger haussières, etc. Et en même temps, pour l'instant, j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas de signal de reprise haussière ou de support, il y a un risque qu'on continue de descendre. Hein. Le risque qu'on continue de descendre, il est vers l'indicateur suivant, qui est la moyenne mobile, non pas 20 périodes, mais 50 périodes. Vous voyez que c'est elle qui a servi de support ici, lorsqu'on a effectivement enfoncé la moyenne mobile 20 périodes, là, vous voyez. Ici, après une grosse phase de hausse également, de vraiment plusieurs années sur Pernod Ricard qui nous avait emmené vers les 80 €. Bien, lorsqu'on a corrigé l'ensemble de cette vague de hausse en trimestriel, la MM20 n'a pas suffi pour servir de support, et on est allé chercher la moyenne mobile 50 périodes qui correspondait à la bande de Bollinger inférieure. Eh bien, cette MM50 et cette Bollinger, aujourd'hui, elles croisent au niveau d'ailleurs, vous voyez, alors pas d'un plus bas avec la mèche, mais des 120, 130 € ici, dans la période du crash du Covid. Donc il n'est pas impossible qu'on aille chercher jusqu'à ces niveaux, parce que, encore une fois, les marchés ne sont pas uniquement rationnels, sinon ça serait une ligne plate, on n'aurait pas de vague, on n'aurait pas d'analyse technique, on n'aurait pas de volatilité. Ils sont éminemment psychologiques également, et donc lorsque ça baisse, la baisse entraîne la baisse, et même si c'est moins cher, vous voyez, que de s'être précipité sur Pernod Ricard il y a 3 ou 4 mois, quand je vous disais, attention aux figures de sommet, attention à bien réfléchir si vous voulez tout investir d'un coup, pas dans cette valeur, etc. Vous regarderez mes vidéos de l'époque. Eh bien, là, on peut se dire effectivement qu'il y a une baisse. Après, moi, je suis partisan d'aller chercher, lorsque les actions comme ça ont beaucoup baissé, eh bien, une indication que la baisse s'arrête sur les unités de temps inférieures. Parce que si on espère un rebond haussier en unités de temps trimestrielles sur le long terme, eh bien, ça passera forcément au départ par des unités de temps mensuelles et encore plus tôt par des unités de temps hebdomadaires. Si ça ne monte pas en hebdomadaire, ça risque pas de monter en trimestriel. Ça paraît logique. Donc en mensuel, on a vu qu'on avait validé plutôt une figure en double sommet, et qui nous a fait casser cette ligne dont je parlais sur Twitter au moment où on la testait, vers les 175 €. Et vous voyez qu'effectivement, là, en fin de mois, alors on a vraiment enfoncé ce niveau-là, et qu'on est dans des niveaux qui sont même en dessous de la bande de Bollinger inférieure. Alors si on prend un petit peu de champ, on voit qu'on avait ce qu'on appelle une divergence baissière au niveau de la MACD. Ici, je vais vraiment pas rentrer dans les détails dessus, parce que je ne m'adresse pas là, je ne fais pas cette vidéo pour un public d'amateurs d'analyse technique, mais en gros, quand vous avez le sommet de la MACD, le deuxième là, qui est plus bas et qui recroise à la baisse, alors que au niveau des prix, vous avez soit des sommets de même niveau, soit même un sommet à droite qui est encore plus haut que le précédent, eh bien c'est un signe de faiblesse, d'affaiblissement de la tendance haussière qui peut être un prémisse de retournement baissier. Donc là, on en a
un exemple tout à fait flagrant. Vous voyez, on a fait ce retournement de la MACD, et derrière, voilà, on a eu deux énormes bougies baissières hein, sur le cours de Pernod Ricard. Bon, ce qu'on voit également en unité mensuelle, c'est qu'on a une oblique ici. On a une oblique verte hein, qui relie un certain nombre de points bas, hein, des cours à peu de choses près. Et cette oblique passe dans la zone des 145 qui représente elle-même deux points hauts hein, qui étaient des résistances qui en horizontal sont devenus des supports aussi. Ça représente aussi la moyenne mobile sans période de cette unité de temps-là. Donc sans rentrer trop dans les détails, pour moi sur les semaines qui viennent, il n'est pas du tout impossible qu'on continue de baisser et qu'on aille chercher une zone de 10 euros encore en dessous qui se trouverait plutôt autour des 150, 145, 150. C'est une première zone de surveillance que je vais regarder avec beaucoup d'attention sur Pernod Ricard. Sachant que je la regarde tout de suite, mais beaucoup plus sur le très court terme, sur plutôt des rebonds techniques, parce que la baisse a été forte, a été rapide, et souvent, dans ces cas-là, on a des tentatives de rebond, de réaction haussière, mais la question est, sur le plus long terme, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va marquer un point bas de long terme, ou est-ce que ça n'est que reculer pour mieux sauter dans le vide ensuite et reprendre la baisse? Donc, quand on n'est pas trader sur des unités de temps courtes, je vous invite plutôt calmement à attendre d'avoir une confirmation sur les unités mensuelles ou hebdomadaires, hein, ici, que effectivement le couteau s'est arrêté de tomber. Pour ça, vous avez un petit indicateur qui est la moyenne mobile exponentielle à 8 périodes en hebdomadaire. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, ça veut dire que la tendance baissière est fortement marquée et qu'il est vraiment risqué hein, d'investir dans la valeur sur le plus long terme. Après, on va aller se pencher sur LVMH. Et LVMH, vous voyez que c'est un petit peu la même chose. On a vraiment une tendance haussière, mais très forte, hein, qui dure depuis longtemps, qui a propulsé la valeur à 900 euros, hein, alors qu'on était à 100 euros il y a encore moins d'une dizaine d'années. Donc, c'est un parcours absolument phénoménal. On voit, si je rentre dans le détail, qu'on est venu corriger plusieurs fois dans la proximité de cet autre indicateur qui est une moyenne mobile exponentielle, mais cette fois-ci à 15 périodes. Donc vous voyez que la plupart des vagues haussières qu'on a faites sont allées chercher une zone qui se trouvait entre la moyenne mobile entre 8 périodes et la moyenne mobile à 15 périodes. Okay, donc vous l'avez eu ici, vous l'avez ici, et ici, bien, on a une belle bougie baissière hein, également, qui vient tester le haut de cette zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on titille le haut, mais qu'on voit qu'à chaque fois qu'on a eu des respirations de marché dans cette vague haussière, hein, même si ça ne remettait pas en cause sur le long terme le potentiel haussier et la tendance haussière de la valeur, avec une moyenne mobile 20 périodes qui continue de monter, hein, mais dès qu'on s'éloignait trop de la moyenne mobile 20 périodes, le marché a eu besoin de souffler, et souvent on est allé faire des incursions en dessous de cet indicateur en violet. Hein, là, d'accord. Donc là, on est à peine en train de le tester, et donc il n'est pas du tout impossible de voir les cours de LVMH s'enfoncer un petit peu plus bas, et d'aller chercher, pourquoi pas, cet autre indicateur ici, qui se trouve quand même aux alentours des 620 euros, comme vous le voyez. Hein. Donc, même chose que pour Pernod Ricard, on a baissé, certes. Est-ce que ça peut continuer de baisser? Oui, également. Je ne suis pas devin. Le but de trouver un point d'entrée sur le marché, c'est pas d'anticiper, d'avoir raison avant tout le monde et de dire « Ah, ça y est, je vais trouver le point bas avant tout le monde ». C'est d'essayer de trouver la zone où, ça y est, finalement, la plupart des vendeurs ont vendu les titres. Le titre est en train de se stabiliser, on est sur une zone de support clairement identifiable au niveau graphique, et donc le risque est de plus en plus faible, et donc ça permet de rentrer dans des meilleures conditions. Ici, on est toujours en phase de chute, d'accord, et on est en train d'arriver sur cette zone effectivement de support qu'il va falloir surveiller. Au niveau mensuel, regardez, on est dans un joli canal que je vous ai mis à droite, là, le canal vert, résistance ici, les supports ici en oblique, donc c'est un canal oblique, on va zoomer un petit peu, et on voit que, d'ailleurs, ce mois-ci, on est allé titiller cette zone, et on a un petit peu rebondi, et on essaye de se rapprocher de la moyenne mobile 20 périodes. Vous voyez qu'on est
au trait de crayon près au niveau de cette zone, de la moyenne mobile 20 périodes. Donc on est dans l'hésitation, parce que si jamais... alors il y a deux possibilités là qu'il va falloir surveiller également. On va passer en hebdomadaire, vous voyez pourquoi pas, grâce à toujours au même indicateur de la moyenne mobile exponentielle dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous restez en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 8 périodes, la probabilité que le momentum baissier garde de sa force et qu'on enfonce les supports haussiers des unités supérieures est plus élevée. Donc le risque de rentrer pour faire une bonne affaire lorsqu'un titre est en train de baisser demeure important. On peut, et moi ma philosophie c'est pourquoi, même si j'ai fait moins 20% sur un titre qui a des potentiels auxquels je crois sur le long terme, pourquoi est-ce que je rentrerai alors qu'il continue de baisser et que peut-être que si j'attends un mois de plus, il se stabilisera encore en dessous. Alors je le fais parfois, mais sur du très court terme, vraiment parce que sur des unités courtes, on est ce qu'on appelle survendu, et j'anticipe un rebond de court terme, mais un rebond purement technique, qui ne remet pas en cause le fait que sur le plus long terme, on a toujours un lourd trend baissier. Et donc comme là, je raisonne vraiment sur de l'investissement long terme, et pas du tout sur des personnes qui vont être capables de regarder tous les soirs l'évolution du cours de leur titre, on est bien d'accord que je ne m'intéresse pas à cette partie trading dynamique des actions. Donc je dis, sur LVMH, on a déjà bien baissé, on a perdu 20%, plus que ça même, depuis mes premières vidéos sur le sujet. Et on arrive sur une zone potentielle de support en trimestriel, mais le bas de cette zone se trouve à 620, et rien ne dit qu'on ne va pas d'ailleurs aller chercher plutôt la moyenne mobile 20 périodes, qui correspond aux 550. On n'a pas de moyen de le savoir pour l'instant. Donc, quelque chose qu'il va falloir surveiller, en tout cas dans les mois qui viennent, et dans les semaines qui viennent en particulier, c'est est-ce qu'on va casser cette zone de support, ici, qui passe, vous voyez, dans la zone des 680. Si on l'enfonce, ça sera sans doute un signal de dégagement supplémentaire donné pour les baissiers, et ça risque de créer une pression baissière supplémentaire sur le titre. Vous voyez également ici, nous avons nos divergences baissières entre les prix et la MACD en mensuel. Je vous l'ai mis en vert. Vous voyez qu'on a des sommets de la MACD qui sont de plus en plus bas et des sommets des prix qui sont de plus en plus hauts. Et à un moment, là, on a une double divergence baissière. Ça s'appelle un 1, 2, 3 MACD. Ça, c'est, vous avez 1, 2, 3 alignés de plus en plus bas et 1, 2, 3 alignés sur les prix de plus en plus haut. C'est très très joli d'ailleurs graphiquement et techniquement. Et vous voyez que la MACD retourne vers le bas et que les prix commencent à baisser. Donc, sur le très court terme, voilà, sans donner de conseils encore une fois, mais juste pour illustrer ce qu'on fait selon les unités de temps. Sur les très court terme, moi si je regarde toutes les 2 heures ou toutes les heures les cours de LVMH et que je me dis tiens, on est tout près du rebord, j'ai des signaux de rebond sur des unités très courtes, donc je vais prendre un risque, je vais acheter ici, mais pour viser déjà, pour alléger dès que je vais arriver sur la MM20 mensuelle, et puis en garder un petit peu et réalléger un peu plus tard. Je joue vraiment sur le court terme, sur quelques jours, quelques semaines. Je ne vais même pas me demander si on va redépasser un jour les 890 parce que je vais avoir des objectifs de quelques dizaines d'euros. D'accord ? Par contre, sur des investissements plus long terme, la vraie question et la seule question à se poser, c'est est-ce que ce support oblique ici va tenir ou pas ? Parce que s'il ne tient pas, ça risque de créer donc des dégagements supplémentaires vers la zone des 600. Vous voyez la moyenne mobile en bleu ici, la moyenne mobile 50 périodes. On va zoomer un petit peu out. Par rapport, tiens, il veut pas, alors on va faire ça, il aimera mieux, voilà, vous voyez la mobile 50, la moyenne mobile 50, elle sert de support ici, en bleu, elle sert de support à peu de choses près au plus bas du crash du Covid, et donc elle est en train de remonter vers les cours, mais elle se trouve encore dans la zone des 600 euros qui correspond ici, vous voyez, à pas mal de mèches basses, de cette zone de support horizontal autour des 600. Donc est-ce que LVMH peut encore perdre 10 à 15% dans les semaines, dans les mois qui viennent? La réponse est oui. La réponse est oui. Je ne dis pas que c'est certain, mais je dis qu'il y a une possibilité et que l'aiguillage, là, ça va être effectivement, à mon avis, cette zone oblique. D'accord ? Et donc la question à se poser par rapport à la pondération qu'on va attribuer à LVMH dans son portefeuille, malgré le fait qu'elle a déjà baissé de 20%, malgré le fait que c'est déjà bien mieux d'en acheter maintenant que d'en avoir acheté
en mode panique il y a 3 mois, alors qu'on commençait à avoir des figures de sommet là aussi, de retournement. Voilà, la question, je ne vais pas vous donner la réponse. J'ai la mienne, elle m'est propre. Personnellement, je vous l'ai dit, au niveau global et par rapport à ce que font les indices, actuellement, je préfère être patient et attendre de voir ce que les indices nous disent. Est-ce qu'on va rester au-dessus de cette moyenne mobile 50 périodes en hebdomadaire pour le CAC 40, ou est-ce qu'au contraire on va l'enfoncer, on va commencer à se retourner à la baisse, à aller tester les 6800 points, etc. Auquel cas vraiment j'aurais pour ma part plutôt velléité à rester essentiellement liquide et d'attendre de voir jusqu'où on baisse et de chercher les zones support en dessous. Ou est-ce que les indices vont à un moment s'appuyer sur une zone de support? On est encore vraiment sur le fil du rasoir, on est encore sur le bord du précipice. C'est pas encore trop tard techniquement pour rattraper le coup et rester en range, mais voilà, hein, je préfère attendre personnellement en cette fin de trimestre de voir ce que les indices nous disent plutôt que de me précipiter et de risquer d'acheter aujourd'hui des actions qui pourraient valoir moins demain. Et encore une fois, c'est pas un conseil, c'est juste voilà, une gestion du risque et un partage de mon avis, des critères qui font que j'ai, moi, personnellement, à titre personnel, ce type de stratégie, et le fait que, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, bien depuis 4 ou 5 mois, finalement, si on était resté cash, eh bien, on ne faisait pas moins bien que si on avait investi l'ensemble de ce cash sur des titres. Donc après, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, hein. Il y a le fait de ne pas avoir confiance au système, de ne pas vouloir rester cash, justement, de préférer être investi sur des actions ou sur d'autres actifs, d'ailleurs, un peu plus tangibles ou protégés, hein. Donc ça, c'est vraiment la sensibilité de chacun, et c'est pour ça que je me garderai bien de vous donner des conseils d'investissement. D'ailleurs, la deuxième raison, c'est que j'en aurai absolument aucun droit, donc ne prenez encore une fois pas cette vidéo comme un conseil, mais comme un partage d'informations. Moi, l'intention que j'ai, c'est vraiment d'éviter au maximum de personnes de se retrouver confrontés à beaucoup de volatilité dans les mois qui viennent et à finalement être obligé de revendre à perte des titres, alors que votre intention au départ, c'était d'investir sur du long terme pour des titres qui allaient justement vous protéger de la perte du pouvoir d'achat, hein, finalement. Donc voilà, mais ça, c'est une réflexion ensuite qui est personnelle, qui est individuelle, que chacun de vous doit prendre, bien entendu. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, d'excellents investissements. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a plu, bah, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit partage. Allez voir sur mon compte Twitter, Ergastul, H-E-R-G-A-S-T-U-L, où je vous fais des partages également sur des unités plus courtes. J'y interviens relativement souvent. Excellent week-end donc à tous, et voilà, à la vidéo suivante.